On se demande souvent par quel chemin commencer, dans quelle direction partir. Mais comment savoir si nous sommes sur la bonne voie? Notre voie. Arnaud, bonjour. Bonjour. Je suis heureuse de me retrouver ici aujourd'hui avec toi à Montréal. On s'est rencontrés une première fois à Aix-en-Provence, ensuite à Montpellier. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de la mission de vie. Et est-ce que tu peux nous définir et nous expliquer ce que c'est la mission de vie? Je crois que c'est une question qu'on est très nombreux à se poser, surtout quand on a l'impression d'être sur cette terre en se demandant qu'est-ce que je fais là. Je me demande à quoi je sers, je me demande qu'est-ce qui va m'animer vraiment à rester sur cette terre. Je crois qu'il y a deux choses qui nous rendent vraiment profondément heureux. C'est d'être en lien avec notre lumière et de savoir comment transmettre cette lumière au monde. Et être en lien avec sa mission de vie ou son fil de vie, c'est donner du sens à ce qui nous arrive en fait. Et je crois qu'on peut faire tout ce qu'on veut sur la Terre, on peut être réalisé, on peut avoir de grandes réalisations sociales, matérielles. Si on ne sait pas ce qu'on fait sur cette Terre, on ne peut pas s'épanouir. Et trouver sa mission de vie, ça pourrait être savoir un peu mieux ce qu'on fait sur cette Terre. Et toi, est-ce que tu considères aujourd'hui que tu vis ta mission? Alors, ma mission, elle a beaucoup évolué depuis que j'ai pris conscience de mon âme, peut-être, c'est-à-dire depuis 25 ans, 30 ans. Elle a beaucoup évolué et à travers différents métiers, j'ai l'impression que la mission est la même. Établir des ponts justement entre la ciel et la terre, établir des ponts entre le monde matériel et le monde spirituel, établir des ponts entre les différentes parties de notre être. Je crois que c'est ça en tout cas qui m'anime. C'est ce qui fait que je peux travailler 365 jours dans l'année, c'est ce qui fait que je peux traverser la terre sous toutes ses latitudes et le faire avec autant de passion, d'enthousiasme et sans fatigue. C'est que je me sens relié à ma mission de vie, il n'y a pas de doute. Est-ce que, par exemple, quand tu faisais du théâtre, tu te sentais aussi relié autant à cette mission de vie? Alors, il y a quelques temps, quelqu'un me disait « Mais est-ce que ça n'a pas été dur de changer de métier ?» Parce que j'ai été comédien, metteur en scène, aujourd'hui j'enseigne. Et en fait, j'ai jamais eu l'impression de changer de métier. Ma mission, c'est la même chose, je raconte des histoires. Avant, je racontais des histoires sur les scènes de théâtre, avant, je mettais des costumes ou des postiches pour raconter des histoires, mais je racontais des histoires pour faire rêver les gens, pour faire en sorte que les gens aient une belle image du monde et une belle image d'eux-mêmes, et raconter des histoires qui enchantent pour avoir une belle image. Et aujourd'hui, il n'y a plus de texte d'auteur, c'est moi qui écris les textes, mais ça reste toujours raconter des histoires pour créer du lien, parce que je crois que si on raconte des histoires, c'est pour créer du lien. Et tu vois, tu nous parles de ce monde en mutation dans lequel on vit. Mais autour de moi, ce que je vois beaucoup, ce qui revient beaucoup, c'est que les gens pensent qu'on est dans un monde de fous, qu'on est dans un monde en crise. Et ça se constate autant chez les nouvelles générations que chez les plus anciennes. Et comment on peut aller au-delà de cette vision-là? Comment on peut trouver sa place dans ce monde de fous justement qu'on qualifie, où justement on va se sentir désespéré et au final on a même plus de courage à vouloir envie de faire quelque chose. C'est les chamans avec qui je passe beaucoup de temps à travers différents endroits de la planète qui appellent les occidentaux les petits frères de la Terre, les petits enfants de la Terre, en nous disant vous êtes drôles parce que vous êtes conscients du fait que vous êtes en train de vous détruire, quoi, en consommant les ressources 10 fois plus fort qu'il n'en faudrait, en n'ayant aucun respect pour les 5 éléments, etc. Donc vous êtes conscient du fait que vous êtes en train de vous autodétruire, vous êtes capable de mesurer la vitesse avec laquelle vous vous autodétruisez, et quand vous avez fait ça, vous accélérez le processus. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que je crois que la folie qu'on a, parce que oui, on est dans un monde de fous, elle tient sa source dans la sensation d'être séparé. Et quand l'homme se sent séparé de son environnement, quand il est plus conscient que la terre sur laquelle il évolue, c'est l'organisme qui le nourrit, à ce moment-là, il court à sa destruction. Donc oui, il y a beaucoup d'entre nous qui courent à cette destruction plus vite que d'autres. D'autres sont un peu plus conscients, ils se rendent compte qu'il y a possibilité de freiner un peu la machine ou même de changer la direction. Quand on va se rendre compte de tout ça, de toute cette déconnexion, justement, de cette séparation, on va avoir envie d'être en lutte, on va avoir envie de se battre pour justement protéger ce qu'il y a à protéger, pour lutter, pour protéger l'environnement, pour défendre les droits des animaux, la place des femmes.
Est-ce qu'au final, c'est juste d'être autant dans cette position de lutte? Je crois que pour qu'il y ait un vrai changement, il y a besoin d'intervenir sur différentes interventions. On prend le droit des animaux, par exemple. On a eu un rapport, c'est pas tant que les hommes mangent des animaux. Bon, moi, je suis végétarien depuis 25 ans, je porte en bonne santé, ça va très bien. Mais j'étais en Mongolie, les Mongols mangent uniquement de la viande, ils sont nomades, donc il n'y a pas de culture, donc voilà, ça serait très malvenu de les inviter à manger autrement. En revanche, ils ont un respect pour l'animal. Et pour moi, ce qui nous rend fous, c'est pas de manger de la viande, c'est de plus être conscient que justement qu'on mange des animaux et qu'on a perdu le fait que ce sont des êtres sensibles, des êtres vivants. Toutes les études, enfin, il suffit de regarder un animal pour voir qu'il est sensible, la question ne se pose pas. Mais simplement, on a perdu cette conscience. Donc comment retrouver cette conscience si il n'y a que des gens qui méditent dans les grottes? Ça ne suffira pas. Et s'il n'y a que des associations qui viennent libérer, et ça va créer encore plus de violence. Je crois qu'il y a besoin d'une prise de conscience, et dans la prise de conscience, on a besoin d'images fortes, on a besoin d'images sanglantes, de prendre conscience que si on a, si on a une fourrure, c'est la peau d'un animal, on a besoin de prendre conscience de ça, et on a besoin, pour qu'il y ait un changement, que ça puisse se faire aussi en douceur, sinon une violence amène une autre violence, et des fois les défenseurs des animaux sont encore plus violents, ils vont contribuer aussi. Donc le rôle est indispensable, mais il doit s'équilibrer comme dans tous les changements. Et c'est pareil pour l'équilibre des hommes et des femmes, c'est pareil pour un changement, ça passe par beaucoup de strates. Par rapport au fait que quand on a envie de participer à tout ça, qu'on a envie de se positionner, au final on a envie de participer à tout ça, mais bon voilà, on est étudiant, on est jeunes parents, on est seuls et sans aide, et donc on doit participer au système en quelque sorte, faire des jobs alimentaires qui ne nous plaisent pas, des missions qui ne nous plaisent pas. Est-ce qu'au final c'est nécessaire de passer aussi par ces missions-là qui ne nous correspondent pas pour réaliser vraiment que c'est ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors c'est là qu'on parlait de la mission de vie. Je crois que justement notre mission de vie, ça va être de trouver la façon dont, des fois dans les toilettes des cafés, il y a marqué « Merci de laisser cet espace dans le même état dans lequel il était quand il... » Moi je préfère laisser cet espace dans un endroit mieux. Et laisser la Terre dans un meilleur état dans lequel on l'a trouvé, c'est pour moi ça une véritable mission de vie. Et à partir de là, on peut tous contribuer qu'on soit étudiant, qu'on soit demandeur d'emploi, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit... Quelle que soit notre fonction, on a la possibilité de contribuer à rendre le monde meilleur. Et ça va être justement descendre un petit peu en nous, en se disant... Qu'est-ce que je peux faire pour rendre le monde meilleur? Et moi, je n'ai pas trouvé de plus belle motivation pour se lever le matin. Je travaille beaucoup, j'écris, je donne des conférences partout dans le monde, je donne des stages, j'anime des groupes de parole, je conduis des retraites de méditation partout dans le monde, j'ai beaucoup d'énergie, et je trouve cette énergie dans cette même phrase que je me pose tous les matins, c'est comment aujourd'hui je vais pouvoir contribuer à faire ma part. Et ça nous donne de l'énergie. Et quelle que soit notre posture, notre personnalité, notre pouvoir, on a cette capacité à contribuer à rendre le monde meilleur. Donc c'est à nous de descendre en nous pour se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et certains vont écrire des poèmes, d'autres vont fabriquer des caméras, d'autres vont... Voilà, il y a besoin de tout ça pour vivre ensemble et pour vivre ensemble ce changement. Comme on dit en québécois, c'est beau. C'est beau. Toutes ces personnes ils savent qu'ils ont quelque chose qui les passionne, ou on a quelque chose dans lequel on aimerait faire tous les jours. Je prends le cas des musiciens par exemple, et qu'on va se dire, oui mais sauf que je ne vais pas avoir de bénéfices financiers, je ne vais pas avoir nécessairement... Est-ce qu'au final l'argent a un rôle à jouer dans tout ça? L'argent, ça a eu on a complètement dévoyé l'argent parce qu'aujourd'hui tout le monde cherche à gagner de l'argent. Et l'argent est devenu une valeur en soi. Alors que l'argent, c'est pas une valeur, c'est une unité de mesure. Donc moi je ne suis pas contre l'argent, j'aime l'argent. Mais j'aime l'argent quand il circule parce qu'il me permet de construire des projets, d'investir, de réunir des personnes. Là je fais vivre un lieu en Bourgogne, en France, je fais beaucoup de choses. Et l'argent est nécessaire pour circuler. Mais je ne cherche
cherche pas à gagner de l'argent, c'est pas une fin en soi. Je cherche à développer mes activités. Et ce qui se passe, c'est qu'on a souvent oublié un petit peu à l'image de quelqu'un qui se dirait, moi je veux mesurer 2,20 m. 2,20 m, si on joue au basket, c'est pratique, mais pour passer sous la table, il n'y a pas besoin. Donc la question, c'est pas de gagner de l'argent, c'est qu'est-ce que l'argent va nous permettre. Et je crois que tant qu'on est coupé justement de notre mission de vie et qu'on est juste obsédé par vouloir gagner de l'argent, on ne peut pas en gagner. Parce que c'est pas motivant simplement de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, on a une confusion, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui veulent faire un job alimentaire. Et la question, c'est est-ce que le job alimentaire, il nous nourrit? Sinon, c'est pas un job alimentaire. Et je crois que, en fait, quand on est bon quand on aime ce qu'on fait, parce qu'au départ, c'est ça, on aime ce qu'on fait, on devient bon dans ce qu'on fait, et à ce moment-là, naturellement, on attire à nous les partenaires, les circonstances, et l'argent qui nous permet de faire ça. Mais quand on commence à se dire, bon, moi, ma passion, c'est de faire ça, mais il faut que je trouve un job alimentaire, à ce moment-là, je crois qu'on n'est bon ni dans l'un ni dans l'autre. Et on est, voilà, on est au service de la mission d'un autre. Alors qu'on est dans notre lumière quand on est au service de notre propre mission de vie, quelle qu'elle soit. Des fois, on va ne pas oser et ne pas assumer le fait qu'on veut manifester telle ou telle chose dans notre vie et que ben justement on a envie de faire quelque chose, mais on va avoir peur et on va pas s'autoriser à le vivre. On va pas s'autoriser, pourquoi? Parce qu'on se sent pas capable, parce qu'on se sent pas digne, ou parce qu'on a l'impression de pas mériter. Et quand on commence à projeter une belle image de soi, en se disant « mais moi je pourrais faire ça, moi je pourrais créer tel projet », tout de suite après il y a ces petites phrases de sabotage intérieur qui vont se dire « mais t'es pas capable, comment tu veux faire ça, t'y arriveras pas ou t'es pas digne ». Et donc ces petites phrases agissent vraiment comme un sabotage. Et identifier sa propre lumière et oser se dire « moi je vais apporter ma lumière au monde, quel que soit mon média, que ce soit pour enseigner, que ce soit pour faire des gâteaux, que ce soit pour réparer les maisons, que ce soit pour faire peindre des tableaux, je vais contribuer à offrir le meilleur de moi ». Et moi qui accompagne des groupes depuis 25 ans, j'ai vraiment pu identifier que la plus grande blessure, c'est qu'on ne s'aime pas assez. Et comme on ne s'aime pas assez, on a une image de soi étriquée, et cette image de soi étriquée ne fait que diffuser des ondes limitées de nous, et donc on va attirer à nous des choses limitées. Mais c'est vraiment pour moi le plus grand fléau, c'est le manque d'amour de soi. Et quand on s'aime, si je dis « ah, cette femme est magnifique, regardez, elle est rayonnante, elle a un beau sourire, elle a beaucoup d'humour, elle passe bien à l'écran », on va se dire « ah, il est élégant ». Mais si je dis « regardez comme je suis beau, comme je suis souriant », on va se dire « mais pour qui il se prend celui-là » Alors que tous les enseignements spirituels de toutes les traditions nous amènent la même chose, c'est apprendre à être rayonnant soi-même, oser rayonner, mais pas pour dire « regardez comme moi, je suis rayonnant par rapport à vous ». C'est « regardez comme moi, je suis rayonnant ». On peut tous être rayonnants pour vivre un monde rayonnant. C'est très très différent. Et tous les enseignements spirituels nous disent ça. Et quand on ne sait vraiment pas ce qu'on veut faire, alors, ça demande souvent, quand on ne sait pas quoi faire, quand on ne sait pas quelle est notre place sur la Terre, c'est souvent qu'on n'a pas été assez habitué à s'écouter. Et donc on a beaucoup construit sa vie en se disant comment je vais pouvoir lui plaire à elle, comment je vais pouvoir être poli, comment je vais pouvoir être accepté dans la société, et donc on construit sa vie en voulant plaire à l'autre. C'est le livre de Thomas Dansbourg, c'est d'être gentil, soyez vrai. On a passé beaucoup d'énergie à vouloir plaire à l'autre. Et bien souvent, on s'est oublié soi-même. Et la première construction spirituelle, c'est de prendre le risque de déplaire, de choquer, de surprendre, pour écouter ce qui sonne juste en soi. Et on se rend compte, à ce moment-là, que quand on est juste avec soi, nos relations avec les autres se passent beaucoup mieux. Mais là aussi, ça demande, c'est encore très culturel, mais ça demande de soigner l'image de soi, de se dire on n'est pas sur cette terre pour faire plaisir aux autres, on est sur cette terre pour rayonner, et quand on rayonne et qu'on est à sa place, naturellement, mais c'est des phases, si je prends soin de moi et que je deviens égocentrique, c'est une phase. Après, je suis égocentrique, une fois que moi je vais bien, je suis rayonnant, et que je suis rayonnant tout seul, ça va pas, je vais vouloir m'occuper de mes enfants, de mes amis, je vais devenir ethnocentrique, je vais m'occuper de mes proches. Puis une fois qu'on est ethnocentrique, que la famille va bien et qu'on se rend compte que les voisins vont pas bien, on commence à pouvoir devenir mondocentrique. Mais on peut pas s'occuper des autres si on ne sait pas s'occuper de soi au départ. C'est ça. Ce que je constate, c'est beaucoup dans les nouvelles générations,
on est totalement déconnecté de toute cette conscience de l'essence de ce qu'on est. On va plutôt chercher l'apparence, on va chercher voilà, du matérialisme. Je généralise bien sûr, mais on va pas forcément s'intéresser à tout ce que cette spiritualité va pouvoir nous apporter pour faire des choix aussi pour nos missions de vie, justement pour nos choix professionnels. Ouais. Alors, là aussi, peut-être, moi je suis quelqu'un de très optimiste, mais c'est un travail quotidien d'être optimiste. C'est pas d'observer le monde et de se dire waouh, c'est magnifique. C'est se dire, de toute façon, le pessimisme, ça marche pas, ça va dans le mur. Donc je vais m'entraîner à être optimiste. Et je rencontre énormément de génération des gens qui quittent l'école, qui ont 23, 24, 25 ans, et qui me disent beaucoup, nos parents ont été dans cette inconscience, nous on veut être dans cette conscience. Et je vois beaucoup d'étudiants en France, il y en a énormément qui quittent les grandes écoles, non pas en se disant, et même ici au Québec, il y a beaucoup d'étudiants, j'étais à Concordia hier, j'étais à l'UQAM, j'étais à Lunette, j'ai rencontré des étudiants sur place, et beaucoup ont cette volonté de se dire, notre nouvelle génération peut contribuer à rendre le monde meilleur en étant plus conscient. Et la plus grande séparation, c'est justement d'avoir séparé. Il y a les entreprises, il y a le monde des affaires, il y a la spiritualité, il y a la méditation, il y a la famille, il y a l'argent. Et tout ça, c'est vu de façon séparée. Alors qu'en fait, non, on peut avoir une vie spirituelle et gagner de l'argent. On peut faire des affaires et être en sens avec l'éthique. On peut en prendre du plaisir et être performant. C'est pas du tout contradictoire. Et je crois que la nouvelle période est une période d'union, de réunir toutes les parties de soi et d'arrêter de vivre séparés. Parce que quand on vit soi-même en étant séparé de toutes les parties de soi, à ce moment-là, on contribue à la séparation du monde. C'est ça. Et tu vois, quand je t'ai découverte, moi, quand j'ai découvert qui tu étais et tout ce que tu faisais, j'ai remarqué ce dénominateur commun qu'on avait, et c'était autour des traditions ancestrales. Cette porte des traditions ancestrales qui nous a permis aussi de suivre notre chemin et d'arriver à là où on en est chacun dans nos vies. En quoi justement les traditions ancestrales et la spiritualité en général peuvent nous aider à découvrir notre mission de vie. Je crois qu'on sait tous, il y a eu une coupure forte. Moi, ma révélation, c'est quand j'avais 24 ans, que j'ai fait un accident de voiture et que j'ai vraiment failli passer sur l'autre rive. Et là, j'ai vu tout ce que j'avais fait d'utile dans ma vie, c'est-à-dire à peu près ça, et toutes les stratégies que j'avais faites, qui étaient voilà. Et là, il y a eu une prise de conscience. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la mission de vie, que je suis parti en Inde, au Tibet, en Mongolie, que je suis parti rencontrer les Amérindiens ici, au Québec ou ailleurs. Et en rencontrant ces peuples premiers, ces traditions ancestrales, j'ai retrouvé une sagesse qui nous avait échappé depuis peu, finalement, dans ce monde moderne. Et d'un seul coup, je trouvais beaucoup de bon sens, beaucoup de sagesse naturelle. Et donc, bien sûr, il y a un peu l'exotisme quand on découvre le chamanisme, on est fasciné parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'extérieur, mais ça n'a rien d'extérieur. Moi, j'amène régulièrement des groupes, dès qu'on se retrouve en cercle autour du feu, il y a quelque chose, on retrouve notre humanité. Et avoir le regard des traditions ancestrales, c'est des traditions qui n'ont pas perdu ce lien avec la terre, ce lien avec les 5 éléments, ce lien, une civilisation. D'ailleurs, c'est très étonnant, je trouve que les sociétés modernes parlent avec certaines, avec beaucoup de mépris ou de dédain des peuples primitifs. On va dire, c'est des civilisations moins évoluées. Pour moi, comment on peut mesurer l'évolution d'une société? C'est très simple. C'est à sa capacité à vivre ensemble avec toutes les strates. Que les vieux sachent vivre avec les gens d'une autre génération, que les enfants savoir vivre entre les hommes et les femmes, savoir vivre avec les enfants, avec les personnes malades, ça c'est une nation civilisée. Et je crois, c'est peut-être une généralité, mais en tout cas, moi dans mon expérience des voyages, les peuples premiers que j'ai rencontrés, toujours intégraient dans leur sagesse comment vivre avec les anciens, comment vivre avec les enfants, comment vivre avec les malades, comment vivre les hommes et les femmes, comment vivre dans les différentes périodes de notre vie. Et je crois que nous, dans nos sociétés modernes, on a perdu ça, on ne sait plus vivre maintenant, on est encore dans cette notion de séparation. Et se reconnecter avec les traditions ancestrales, c'est aussi se relier avec nos ancêtres, on a besoin de ça.
On a besoin de ça, on en a vraiment besoin. Oui, parce qu'on va pas forcément, on va pouvoir se connecter à tout ça à travers les traditions ancestrales. Ouais. Mais même si on est en Europe et que ça va pas forcément nous concerner, ces traditions ancestrales, on peut quand même remonter à nos propres ancêtres. C'est ça, et c'est ce qui fait qu'en France, il y a une vague, beaucoup en Europe, il y a une vague très forte, on s'intéresse aux Amérindiens, on achète les tambours chamaniques, il y a vraiment une vague, bien sûr c'est une mode. Mais le chamanisme, c'est pas une mode, ça a 80 000 ans, ça existe depuis la nuit des temps. Et on a nous-mêmes, nos druides, simplement cette sagesse, qui existe depuis 80 000 ans, elle a été coupée à un moment donné de l'histoire, avec l'arrivée du christianisme, avec l'éradication des druides. On a perdu ce lien avec la sagesse qui se transmettait naturellement de père en fils, de grand-père en petit-fils, et de maître à disciple. Ça se traduisait comme ça. Et puis il y a eu une espèce d'interruption avec l'Église, avec les institutions, où d'un seul coup, pour recevoir la sagesse, il fallait passer par un prêtre ou par une Église. Alors que, et c'est là qu'il y a eu une confusion entre la religion et la spiritualité, mais on peut être un être spirituel sans avoir de religion, ou sans avoir qu'une religion. Moi je me sens autant bouddhiste que je me sens chrétien, que je me sens vraiment, c'est pas limité, c'est des histoires différentes. Pourquoi les opposer encore, souvent on me pose la question, vous êtes bouddhiste ou vous êtes chrétien? Je suis baptisé, puis en même temps j'ai suivi les traditions traditionnelles bouddhistes avec les Tibétains, j'ai pris refuge auprès des Tibétains, et ça n'est absolument pas opposé, du tout. Donc Arnaud, en quoi vraiment la spiritualité peut nous permettre de trouver notre mission de vie? Alors, la spiritualité, dans l'étymologie, c'est le souffle de l'âme, spirit. Et la question, c'est comment on va pouvoir retrouver ce souffle de l'âme qui va animer chaque action qu'on va poser, chaque parole qu'on va prononcer. On peut faire le même métier, on peut poser les mêmes actes avec des intentions différentes. Je peux réparer la voiture de quelqu'un en me disant bah tiens c'est super, comme ça je vais faire ça, je vais serrer un peu les frais, comme ça je vais avoir un meilleur bénéfice. Et je peux réparer la voiture en disant super, cette personne va pouvoir partir en vacances, ça va l'aider à réunir sa famille, ça va. Donc chaque action qu'on pose sur la terre peut l'être avec différentes intentions. Et en fonction de l'intention qu'on va poser, on va avoir une vie avec une émergence spirituelle ou pas. Et je crois qu'on n'a pas à opposer la spiritualité à la matière. On est chacun des êtres. Un être humain, c'est quoi? C'est un corps, c'est un cœur et c'est un esprit. Et on a besoin d'être présent dans notre corps. Certains êtres spirituels, justement, sont coupés de leur corps. Donc on a besoin d'être dans notre corps. On n'est pas des anges de lumière. On l'est, mais on est d'abord des êtres incarnés. Donc on a besoin d'être dans notre corps. On a besoin d'être dans notre cœur, parce qu'un cœur fermé, c'est un cœur qui ne vibre pas, donc on n'est pas dans notre humanité. Et une fois qu'on est dans le corps et qu'on est dans le cœur, on a besoin d'être relié simplement à une dimension plus large que nous. C'est quoi la spiritualité? C'est être relié à une dimension qui est plus large que nous. Et le souffle de l'âme, il va passer à travers le corps. Donc quand on est dans cette trinité du corps, du cœur et de l'esprit, alors la spiritualité va vibrer à travers notre quotidien, et c'est là qu'on va être en lien avec notre mission de vie, et que chaque acte qu'on va poser, chaque parole qu'on va prononcer va être habité. Et je crois que le pire sur la terre, c'est d'être un corps pas habité. Et j'aime cette phrase qui dit la question, c'est pas il n'est pas question de vivre on n'est pas sur cette terre pour vivre une expérience spirituelle, mais pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. Waouh! En tout cas, je nous souhaite à tous de trouver notre mission de vie. Merci beaucoup Arnaud. Avec plaisir.